Street Actu. Nous n'en sortons pas. Alors bonjour Xavier Fournéron, vous êtes donc directeur adjoint de la ville de Lyon à la culture, au patrimoine et aux événements. Par souci de transparence, je précise juste que la ville de Lyon est un soutien financier de Radio Anthropocène. Alors Xavier Fournéron, pour bondir sur le micro-trottoir, est-ce que la fête des Lumières est encore dans l'air du temps ? Alors, je pense que oui. Alors, pour vous dire, on a fait une première visite hier avec notamment les soutiens, les entreprises qui soutiennent la Fête des Lumières. Mais ça donnait une diversité quand même d'une centaine de personnes au parc de la Tête d'Or. Et on sent quand même que les Lyonnaises, les Lyonnais, les personnes sont heureuses que la fête ait lieu. Dans cette ambiance, je dirais, depuis le Covid, où je pense qu'il y a une envie de vivre ensemble. Et voilà, du coup, de faire cette fête dans les rues de Lyon, de mettre en valeur le patrimoine, d'accueillir les Lyonnaises et Lyonnais et d'accueillir tous ceux qui viennent d'ailleurs. Voilà, je pense que c'est important de voir la création artistique. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que cette fête reste dans l'air du temps et reste un événement important. Et alors comment est-ce qu'on aborde la question énergétique en ces temps de crise et plus globalement au contexte anthropocène quand on organise la Fête des Lumières ? Alors, il y a plusieurs sujets. Si on raisonne consommation électrique, même si on a du mal à le documenter complètement, mais la Fête des Lumières est paradoxalement assez peu consommatrice d'énergie, et depuis très longtemps, pour deux raisons. D'abord, pour que la fête soit belle, on éteint beaucoup de monuments. Ça veut dire du coup qu'on fait baisser la consommation énergétique sur ces jours-là. Et puis, les artistes, depuis pas mal d'années, travaillent majoritairement avec des LED. Donc en fait, la consommation électrique de l'événement est très très faible. Et correspond à peine à, j'ai le chiffre à peu près en tête, à 0,30% de la consommation annuelle de la ville de Lyon. Donc là-dessus, l'enjeu est assez faible. Par contre, ce qui se joue évidemment sur un grand événementiel, c'est, je dirais, plutôt le reste du bilan carbone notamment. Et voilà, il y a des enjeux sur le déplacement des visiteurs, des spectateurs. C'est vrai que notamment avec le maire de Lyon élu en 2020, on essaie, je dirais, d'encourager les visiteurs, les spectateurs à utiliser principalement le train, éventuellement des moyens de transport type bus ou voiture en autopartage pour arriver à Lyon, et puis ensuite dans le territoire lyonnais. Alors le périmètre de sécurité nous aide aussi beaucoup, mais voilà, les personnes accèdent au périmètre de la Fête des Lumières à pied, avec le métro, avec les bus. Voilà, on essaye plutôt d'être sur ces enjeux-là. Mais évidemment, c'est encore pas parfait, compte tenu du nombre de personnes qui viennent. Si tout se passe bien, on accueille à peu près, au sens accueil, donc soit des Lyonnaises, Lyonnais, soit des personnes qui viennent de l'extérieur, mais on est à peu près sur 2 millions de personnes sur 4 jours. Ouais. Donc on est évidemment sur un événementiel sans commune mesure. Et alors, est-ce que vous voyez des changements au fil des années, et dans la manière d'aborder ce genre d'événement en termes de forme artistique et en termes peut-être de répartition territoriale et également de termes énergétiques et de consommation ? Alors, il y a clairement un changement important effectivement sur le périmètre. On a une contrainte assez lourde qui est un périmètre de sécurité, notamment depuis les attentats de 2015, et c'est vrai que la Fête des Lumières est très sécurisée par notamment les forces de sécurité, police, militaire de l'État. Et donc sur celui-ci, en fait, on délimite un périmètre qui est, pour aller vite, la presqu'île. Cependant, avec le soutien de la préfecture, on arrive à aller dans d'autres lieux, et notamment cette année, on va quand même sur le parc Blandan, on va sur l'Institut Lumière, et puis on est aussi accueilli à la Manufacture des Tabacs. Donc on arrive, je dirais, à être un peu au-delà du périmètre centre-ville, et donc à aller dans d'autres arrondissements. Ça, c'était une volonté très forte de nos élus, et on arrive à le faire. Et en plus, on y va, je dirais, avec des œuvres de qualité importante. C'est pas quelques lumignons dans les arrondissements. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis la manière de faire les œuvres, les artistes, je dirais, renouvellent leur approche, et puis sur certaines œuvres, c'est le cas à Bellecour, c'est le cas à Blandan, c'est le cas à l'Institut Lumière, on a des œuvres qui sont plus inclusives, et notamment certaines d'entre elles, l'artiste travaille avec, à la Fondation Bouloukian, on a des personnes en situation d'autisme, on a un travail avec des enfants sur l'œuvre Place Voltaire, voilà, tout un ensemble d'exemples qui montrent qu'on essaie effectivement de se rapprocher des habitants et d'être dans une logique un peu plus inclusive. Donc il y a, je pense, effectivement un changement assez fort. Sur l'approche artistique, je pense que Gérard Collomb et les équipes avaient déjà cette envie-là, mais je pense que
on est effectivement aussi sur un événement artistique. Je pense qu'on essaie de traduire ça, c'est-à-dire que ces mises en lumière, en fait, c'est un travail, je dirais, ça peut se rapprocher d'une personne dans le théâtre, d'une personne dans la musique. Il y a un travail de préparation, de conception, de répétition, avant qu'un spectacle soit beau. Et voilà, donc en fait, si on va un peu vite dans la rue, on pourrait se dire, tiens, c'est bien illuminé, ça va au-delà de ça, c'est un travail d'artiste. Et d'ailleurs, cette année, ça, c'était une envie assez forte de l'équipe. On a plutôt des artistes, enfin en tout cas on a une bonne moitié d'artistes qui sont plutôt des stars, je dirais, dans leur domaine, et notamment les artistes européens qui viennent et qui sont invités par la Fête des Lumières. Donc on a une qualité artistique aussi qui est vraiment souhaitée. D'accord. Mais justement, par rapport à peut-être ce qui s'est fait les dernières années, sûrement dû au Covid et aux enjeux sécuritaires, on entend de la part des étudiants qui ont été interrogés, tous ils réclament un petit peu plus peut-être d'authenticité ou d'artisanat, ou ils se plaignent un petit peu d'une trop grande place du numérique, de ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que cette édition va répondre à leurs attentes ? Comment est-ce qu'on s'organise autour de ça ? Ouais, c'est vrai qu'il y avait effectivement cette impression du numérique. Ça, c'est assez juste, je pense. Enfin, le micro-trottoir est intéressant là-dessus. Alors, c'est aussi dû... en fait, la programmation, comme elle est organisée directement par la ville de Lyon, on oscille entre la méthode du marché public, c'est-à-dire qu'en fait on fait un appel à concurrence et on juge des projets avec des règles un petit peu contraignantes, et puis d'autres éléments qui sont bien sûr sur lesquels la direction artistique peut être assez forte. Actuellement, on a pas mal d'artistes qui proposent effectivement l'outil numérique en réponse, notamment pour illuminer certains monuments. Donc c'est vrai que la part numérique est assez forte. J'ai l'impression que cette année, on aura quand même une diversité un peu plus importante. On a aussi plus de sons. Il me semble que je l'ai entendu dans le micro-trottoir. On a des œuvres qui auront un peu plus soit du son, de la musique, des compléments sonores assez importants. Donc ça, je pense que ça va répondre. Et puis peut-être, alors je me rends pas compte parce que moi-même, qui suis lyonnais depuis pas mal d'années, il m'est arrivé assez souvent de ne pas faire toute la Fête des Lumières. En fait, parfois on fait un parcours qui est... on voit pas forcément la trentaine d'œuvres qui est proposée. Je pense que là, si on arrive à faire les plusieurs parcours et la trentaine d'œuvres, il y a une diversité assez forte. Et notamment, quand vous allez place Satonève, vous allez avoir un travail notamment d'étudiants en lien avec les grands ateliers de l'île d'Abo. Du coup, là, ils proposent par exemple souvent des choses beaucoup plus novatrices ou beaucoup plus décalées peut-être que le Grand Spectacle, Place Saint-Jean ou Otero. Idem à la Tête d'Or, ce que j'ai vu hier soir montre qu'on n'est pas du tout sur du numérique pour le coup. Donc je pense que ça peut être intéressant effectivement de tenter de voir un peu cette diversité-là. Et voilà, j'espère que là-dessus ça répondra aussi aux attentes exprimées dans le micro-trottoir. Et quand on sort des œuvres d'artistes, comment est-ce qu'on fait pour impliquer la population pour un événement qui est donc local, patrimonial, qui est culturel assez important à Lyon ? Comment est-ce qu'on implique la population locale ? Ouais, ça c'est une question importante. Je pense que la majorité à mon avis, la première réponse c'est quand même de bien accueillir les gens, de leur donner envie de visiter. Donc là on va être plutôt, je dirais, sur de bien gérer l'événement, que les gens se sentent à l'aise, puissent se balader dans la ville, attendent pas trop longtemps, que ce soit à la Tête d'Or, au Otero ou à Saint-Jean, profitent de l'événement. Ensuite, en amont, ce qu'on a essayé de renforcer, on a encouragé effectivement sur quelques œuvres les Lyonnaises et Lyonnais à participer, notamment l'artiste Place Voltaire crée une œuvre en recyclant des bouteilles plastiques usagées. Donc ça, on a encouragé les gens à les donner. C'est une manière aussi de leur montrer comment l'œuvre d'art peut se créer. Et puis ce qu'on fait depuis 2 ans, on diffuse un livret pédagogique dans les écoles, toutes les écoles primaires. Donc les enfants, je dirais, rentrent dans la Fête des Lumières, à la fois sur qu'est-ce que c'est l'événement, qu'est-ce que c'est les œuvres, qu'est-ce que c'est la lumière, l'électricité aujourd'hui. Et c'est une manière, je pense aussi par les enfants, de toucher les familles et d'impliquer un petit peu. Et puis cette année, la nouveauté aussi, mais je pense que le micro-trottoir était quasiment plus... en tout cas, était hyper efficace aussi. On encourage les gens à donner leur avis sur la plateforme Oyer, qui est la plateforme participative que la ville de Lyon a mis en place. Et donc, on peut, à l'issue de l'édition de cette Fête des Lumières, donner son avis. On a mis en place un questionnaire, mais avec à la fois des questions un peu fermées, puis des questions libres. Voilà, et les avis seront pris en compte. On a fait ça sur le festival entre Rhône et Saône, là, au mois de juillet dernier. Ça aussi, c'est assez intéressant. Et l'édition d'après, du coup, normalement, est influencée par les avis qu'on peut avoir. D'accord. Et une dernière question. Si je dis pas de bêtises, à l'origine, la Fête des Lumières, c'est plutôt une fête religieuse. Comment est-ce qu'actuellement on peut faire la part entre le culturel et le religieux dans l'organisation de cette fête ?
Alors, sur l'organisation, c'est vrai que ce que la ville de Lyon propose n'a pas de connotation religieuse, ça c'est sûr. C'est un événement artistique pour faire simple. Par contre, on est tout à fait respectueux, je dirais, de la complémentarité religieuse, c'est-à-dire que notamment le 8 décembre, nous on souhaite plutôt que les Lyonnaises et Lyonnais respectent cette tradition ou cet esprit de la fête en mettant les lumignons aux fenêtres. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut, si on arrive à cocher toutes les cases, acheter des lumignons en direct la vente directe de ces lumignons qui sont vus au parc de la Tête d'Or bénéficie à la Messe du Salut. Chaque année, une association récupère, je dirais, l'achat des lumignons et ça participe à une action humanitaire. Voilà, donc nous, sur cet aspect religieux, pour nous, c'est tout à fait complémentaire. Et puis, notamment, il y a une traditionnelle montée à Fourvière qui s'appelle la montée au flambeau. On la laisse évidemment se dérouler. Voilà, c'est une manière de ne pas mettre du tout de côté ou d'opposer en tout cas la tradition peut-être religieuse de cette fête et puis l'aspect plus culturel, plus festif. Et non, une toute dernière question, parce que ça avait l'air de chagriner les étudiants. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent plus vendre de vin chaud et où est-ce qu'on va pouvoir boire du vin chaud ce soir ? Oui, exact. Bon, alors, pour tout vous dire, l'interdiction effectivement normalement est faite sur le périmètre. C'est plutôt lié à des questions de sécurité, pour deux raisons. À la fois, souvent le matériel n'est pas toujours aux normes. Donc là, il y a toujours, vu la foule qui se promène, les services de la préfecture font un peu attention à ça. Et puis, c'est vrai aussi que ça peut permettre d'éviter quelques cas d'alcoolémie un peu trop forts. Après, très honnêtement, un vendeur installé, il n'est pas toujours embêté dès les premières minutes. Il y a une sorte de tolérance parfois sur quelques ventes à la sauvette. Après, tous les restaurants sont ouverts, bars, restaurants, donc il ne faut pas hésiter aussi à s'installer un moment. Et puis la grande nouveauté cette année, c'est que Place Bellecour, la ville de Lyon a organisé une zone, mais qu'elle a confiée à différents restaurateurs, et donc une zone de restauration. Et ça peut être assez nouveau et plutôt sympathique puisque vous aurez zone de restauration pour boire et avec des sortes de transats, canapés pour s'installer et pouvoir se reposer un petit peu et éviter de marcher pendant des heures et des heures. Donc voilà, les étudiants pourront faire la fête et boire un verre aussi pendant la fête. Eh bien, merci beaucoup Xavier Fourneron. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la ville de Lyon à la culture, au patrimoine et aux événements et que la fête des Lumières débute ce jeudi et dure jusqu'à dimanche. À bientôt sur Radio Anthropocène. Merci, à bientôt. Premier acte, les barricades. Street Actu. Street Actu. Vous avez bien réussi à saisir toute sa dimension mystérieuse. Street Actu. Bravo.